Il y en a très peu. Donc tapotez s'il vous plaît, partagez et on continue. Donc je vais avancer un petit peu, hein, parce que je suis en train de vous lire le livre en fait. Hein. Donc au niveau de l'éruption de l'État islamique, même si le projet de l'État islamique est en germe au cours des 2012-2013, je vous rappelle c'était 2014 l'année où il a été proclamé. C'est en janvier 2014 avec l'opération de Fallujah, une des plus grandes villes de la province irakienne occidentale d'Al-Anbar, qui commence à prendre forme. Donc si vous voulez, je vous mettrai une carte si ça vous intéresse pour que vous voyez vraiment, parce que sinon c'est comme en Syrie, si vous vous intéressez à l'histoire de la Syrie, il faut des cartes. Parce qu'en fait c'est tellement compliqué au niveau confessionnel, et en plus une fois qu'après il y a les milices, vous allez voir, entre les milices djihadistes qui ont des guerres fratricides, vous comprenez même pas, Al-Nosra notamment, vous verrez après, Al-Nosra dont a fait partie le Al-Joulani actuel, hein, a combattu Daesh, mais c'était aussi un djihadiste et on a des photos de lui où il s'amuse avec des têtes comme à Halloween. Hein. C'est pour vous dire ça, pour pas faire sauter mon live. Il s'est pris à Halloween avec les têtes de citrouilles dans les mains. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important de le souligner aussi parce que vous voyez l'hypocrisie des pays européens et occidentaux à soi-disant combattre l'islam, machallah, terroriste, mais qui n'a aucun souci à fréquenter un Al-Joulani, qui est un assas, plus loin un, en puissance. Vous avez aussi beaucoup de contradictions. Là, j'ai aussi enquêté sur Sarkozy, je vous ferai des publications. Sarkozy, vous verrez plus tard, on va pas aller sur ce sujet du live, mais sachez qu'il a mis en avant, il a défendu des terreaux qui ont été condamnés pour terreaux et attentats en France, pour de l'argent. Tout ça lié à la Libye. Et quand vous voyez que le mec, il était président et qu'il est capable de négocier avec des assassins, un plus loin un, qui ont détourné des avions et qui va dire au monde, moi je suis contre les radicaux, machin, et en fait, il est avec eux, il les voit, il envoie ses mecs et ils échangent de l'argent et ils se soutiennent les uns les autres. Ça, là, vous vous posez sérieusement des questions sur l'honnêteté politique des discours européens. Sarkozy, je vous dis, moi je suis très contente qu'il soit en tôle parce que c'était vraiment, alors c'est pas le seul, mais c'était vraiment un pourri jusqu'à la moelle. Et il a plongé maintenant, mais il aurait dû plonger bien plus tôt, parce que les financements de sa campagne avec la Libye, il y a eu d'autres choses, il y a eu des affaires avec la cadre de L'Oréal, la Ingrid Betancourt, etc., où il y avait déjà eu des grosses enquêtes qui ont toutes bizarrement été classées, quelques personnes ont été condamnées, mais bien sûr pas lui, il avait déjà été protégé. Donc quand vous vous intéressez vraiment à ces sujets-là, laissez tomber. Vous vous mettez les pieds, vous vous dites, il n'y a plus vraiment confiance en fait dans la politique française. Regardez même la situation actuelle. La situation actuelle, Macron ne gère rien du tout. On ne sait même pas la France où est-ce qu'elle va aller. BHL, BHL, alors BHL, il faudrait qu'on refasse des lives et qu'on voit... Le problème, c'est qu'il n'y a pas énormément de biographie sur lui, il est hyper protégé, ce mec, mais BHL, qui d'ailleurs, il me semble, il a été condamné en Tunisie, etc., est un pourri jusqu'à la moelle. BHL, il est dans toutes les histoires de détournement d'argent, détournement de fonds, et de pillage des ressources africaines, et des génocides. BHL, alors, vous savez que BHL, il a été de nouveau convoqué et il est conseiller encore à l'Élysée de Macron. Qu'est-ce qu'un mec comme BHL, qui n'a aucune formation en géopolitique, vient faire? Un soi-disant philosophe qui a jamais écrit de livre philosophique. BHL et Alain Finkielkraut. C'est eux qui sont à l'Élysée. Au bout d'un moment, vous vous posez des questions. Pourquoi? Pourquoi des pourritures pareilles, qui sont d'ailleurs invités dans les médias alors qu'ils ont été condamnés, alors qu'on sait qu'ils ont de l'argent sale, on sait qu'ils sont mêlés à toutes les histoires de corruption possibles, font et dans les médias et avec Macron. Non, moi je vous dis, on peut plus voter là. Moi je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on peut voter? LFI, Mélenchon, il est parti en cacahuète. Rima Hassan, elle est partie en cacahuète avec le Sahara occidental. La droite, voilà, l'extrême droite, on en parle. Mais on vote qui, là? Bon, bref. C'est le bordel. Allez-y, partagez, tapotez au moins jusqu'à 10K, que je me fasse pas sauter mon live cette fois-ci. Vous voyez, je crois pas que je vais récupérer mon live de l'autre côté, mais bon, c'est pas grave.
Donc on va reprendre sur l'Irak, puisque le sujet c'est pas la Libye, mais ça serait intéressant de retourner sur la Libye si ça vous intéresse, un de ces quatre, et notamment les histoires de Sarkozy, avec différentes histoires. Hein. Il n'a pas que l'histoire de Kadhafi, hein. Il a des histoires liées au terrorisme, il a des histoires liées avec la L'Oréal, il a des histoires avec des magistrats et de la corruption, hein. Vous ne critiquez jamais Mélenchon. Si, je le critique, la veillance. Qu'est-ce que je viens de faire? Mélenchon, je le critique énormément. C'est quelqu'un c'est une girouette. Mais bon, bref, allez, on continue. De toute manière, c'est pas le sujet. Alors moi, je vous dis, ça fait 9 ans que j'ai pas voté en France, je crois pas que j'irai voter. Ou alors, on verra. Mais, bref. Je suis tellement déçue par tout le monde, là. Alors. Depuis plusieurs mois, les autorités irakiennes et américaines ne prennent pas la mesure de l'importance de la conquête de Fallujah. Donc en fait, je vais vous parler de Fallujah, il faudrait que je vous mette la carte si vous le souhaitez, ou vous allez voir vous. Fallujah, ça s'écrit F-A-L-O-O-U-J-A. C'est une des plus grandes villes de la province irakienne occidentale d'Al-Anbar. Donc c'est une grande agglomération située à 60 km à l'ouest de Bagdad. D'accord? Comme ça, vous voyez un petit peu. De Villepin, c'est un bon. Exactement, Soso, tu as raison. Donc Fallujah, 60 km à l'ouest de Bagdad, d'accord? Elle échappe au contrôle d'un gouvernement qui se montre incapable de la reprendre. Donc une occupation de la ville, d'accord, par les milices radicales, on va appeler ça comme ça. Où notamment, il y a déjà, Fallujah, elle a une lourde histoire. En 2004, elle a vécu l'insurrection des tribus de la ville. Il y a eu une insurrection contre l'occupation américaine. Sachez que la population irakienne n'en pouvait plus. Hein. Les Américains, quand ils ont débarqué en Irak, ils ont fait un carnage. Ça c'est important de le souligner. 10 ans après, malgré les illusions temporaires d'un ralliement des forces de la population locale au projet parrainé par les États-Unis, donc il a soi-disant quand les États-Unis sont partis de l'Irak, ils avaient tellement pillé les ressources, tellement dégommé, etc., qu'ils ont dit bon, on va quand même faire un projet. Donc ils avaient le projet de reconstruire soi-disant l'État irakien dans un cadre fédéral, un peu comme les États-Unis et la Suisse. Et donc Fallujah avait sonné le glas de l'intégration des communautés fondatrices de la société irakienne, qui était notamment la communauté arabe sunnite. Donc pendant pas mal de mois, ce qui se passait à Fallujah, avec la conquête de Fallujah, les autorités irakiennes et américaines avaient un peu laissé ça de côté. La délégation marocaine. Bon, Talc, bien sûr que si, la délégation marocaine était présente. Il est resté, le gars. De toute manière, nous savons que le roi Mimi VI du Maroc est un soumis à l'entité sioniste, qui n'a aucun problème à vendre des armes, à acheter des armes et à zigouiller les Sahraouis qui sont des musulmans. On le sait. Il n'a aucun problème à accueillir les milices al-Joulani et à faire entraîner l'armée marocaine avec des assassins et des crimes de guerre. Ok? Donc, les gens, je sais que vous êtes en PLS, nous savons que le Maroc sont les chiens des sionistes extrémistes et les chiens de Ben-Gvir, il le dit lui-même. Donc arrêtez, c'est pas le sujet, je suis sur l'Irak. Le Maroc, le sujet est clos. Le monde entier a ouvert les yeux sur la politique d'ouverture et de tapis rouge, ouverture complète du roi envers les sionistes. D'accord? Ça, c'est pas le sujet. On le sait, on en a fait assez de live. Je vais pas revenir sur le Maroc. Il suffit juste d'aller lire et de se renseigner. Il suffit aussi d'aller voir à cause de qui, la guerre des 6 jours a été perdue. Ok? La guerre des 6 jours, c'est Hassan II qui a permis au Mossad de s'installer dans un hôtel marocain au dernier étage et d'enregistrer toutes les conversations de la Ligue arabe. Ok? Donc maintenant qu'on le sait, vous allez swiper ailleurs dans vos lives pourris, allez vous occuper de la jeunesse marocaine qui se fait génocider par votre roi et vos flics. D'accord? Allez vous occuper de votre population qui crève la faim, plutôt que d'aller sur des lives où on parle de l'Irak et de Daesh. Alors on sait qu'il y a une forte population radicale, notamment dans certaines régions d'Europe, d'origine marocaine, dans certains coins, j'en vous en parlerai. Ça, ce sont des gens radicalisés. Je vous en reparlerai, je ferai des lives dessus. Ok? Ah, voilà, ils ont encore signalé. Donc je réouvre le live, les gars.
Les chiens de la casse sont là. Je coupe et abonnez-vous, je coupe et je réouvre. Il signale à 100%. Les chiens de la casse. Je vais bientôt faire des lives sur vous et là où vous êtes logés en Europe. Ne vous attendez pas. Ne vous attendez pas à ce que je m'arrête, hein. Allez, je coupe le live. Abonnez-vous, je réouvre tout de suite et on continue sur Daesh. Si vous êtes pas content de la vérité, c'est pas mon souci. Je coupe, je rouvre. À Jérusalem, etc. et en terre palestinienne, lui, par contre, c'est quand même de l'hypocrisie la plus complète. Hein? Bon. Alors, balayez devant votre porte. Les Marocains, les mouriches, vous êtes pas contents, vous swipez. Venez pas me fatiguer, sinon je vais encore faire des vidéos sur votre roi et vous allez pleurer. Mais venez pas nous fatiguer. Je vais faire des caricatures si ça vous dit. Si ça continue, ça va être des caricatures à gogo. Bon, allez, on va rester sur l'Irak. Alors, donc, les ingrédients du succès initial de l'État islamique, on va l'appeler EI, ne sont pas d'ordre militaire. Donc EI apparaît comme une avant-garde armée capable de bouter l'armée irakienne. Alors, l'armée irakienne et notamment les milices chiites. Vous vous rappelez que les sunnites, il y avait eu des massacres de populations sunnites par des milices chiites. Je vous ai expliqué ça en Irak, juste avant. Bonjour Cookie. Et ça a fortement aidé certaines personnes à s'enrôler parmi ces Daesh. Enfin, en tout cas, ça a été remis dans cet endoctrinement pris en compte. Donc, contrairement à ce qu'a fait Al-Qaïda en 2003-2004, notamment à Fallujah ou dans d'autres agglomérations, il ne s'impose pas à la population locale comme une force d'occupation étrangère. Donc la stratégie est différente. Ça repose sur la restitution du pouvoir local dans chacune des villes à des acteurs locaux. Donc processus rapide, hein, c'était extrêmement rapide, que ce soit à Fallujah, la ville dont je vous ai parlé, ou les autres grandes villes irakiennes qui sont tombées aux mains de l'EI, seulement en un mois, c'est-à-dire en juin 2014. Notamment Tikrit et Mossoul. Quelques mois auparavant, des villes syriennes dans la vallée de l'Euphrate, telles que Raqqa. Alors Raqqa, il y a des super livres si ça vous intéresse dessus, écrites par des habitants. Je peux vous partager, je vous en avais fait un live il y a 1 an ou 2, extrêmement important, des femmes notamment qui ont combattu l'État islamique à Raqqa. Si vous voulez, je vous donnerai les sources. Ou Der Zor, qui avait connu la même expérience. Donc dès le lendemain ou surlendemain, EI organise une passation de pouvoir à des chefs tribaux, donc tout ce qui est local, aux chefs de clan, les leaders de quartier. Souvent, ils donnent ça aux racailles, hein, je suis désolée. Vraiment, les mecs qui ont été mis de côté et combattus par le pouvoir irakien, ils vont donner le pouvoir à ces gens-là. Il faut savoir que l'EI, c'est vraiment la racaillisation, l'extrémisation la plus totale. Il n'y a pas de valeur, il n'y a aucune valeur morale. Hein. Donc il donne ça au chef de gang, un chef de clan, pour gérer la ville sous certaines conditions, notamment l'allégeance exclusive à EI et interdiction de déployer d'autres emblèmes officiels que ceux de l'organisation, et de se plier à leurs injonctions en matière de mœurs. Salut tout le monde. Donc l'armée irakienne, par contre, elle est aux ordres du pouvoir de Bagdad, et eux, l'armée irakienne, c'est sous la direction d'un chiite qui s'appelle Nouri al-Maliki. D'accord? Donc il y a l'opposition de EI avec l'armée irakienne qui est plutôt chiite, mais pas que. Bonjour, bonjour, bienvenue à tous. Tapotez, partagez s'il vous plaît, n'hésitez pas, on est sur l'histoire de Daesh, hein, sur l'histoire de l'Irak. C'est important parce que après ça part sur la Syrie et du coup ça explique beaucoup la situation d'aujourd'hui et les poursuites de ceux qui reviennent de cette région. D'accord? Comme la jeune femme actuellement qui va être poursuivie pour acte génocidaire, parce qu'elle était mariée à un émir de EI qui avait mis en esclavage une femme yazidi, et je vous ai raconté qu'il y a un génocide sur les femmes yazidis, etc. Je vous en ai parlé déjà il y a 1 an ou 2, j'avais déjà fait pas mal de lives dessus, et on n'en parle pas assez de ces minorités qui ont été exploitées par les extrémistes. Après, je vous expliquerai d'autres choses au Moyen-Orient avec le. Alors, hop, je te fais monter Abdelkader. Tapotez, tapotez, partagez. Salut tout le monde. Coucou. Coucou, ça va? Ouais, ça va et toi? Très bien. Alors, j'ai vu que même l'Arabie Saoudite avait quitté la salle, alors que le Maroc, qui se dit être un fervent soutien, est resté comme un bon toutou assis
à écouter le maître israélien. Ah là là, le Maroc, vraiment décevant de bout en bout. Il y a rien Mais à pas récupérer. surprenant. Ouais, mais oui, mais bon, il y en a beaucoup qui aboient sur les réseaux, style les Chaden, les QLV, les Idriss Yamedi, puisque c'est un Marocain, la Citizen Fire, puisque c'est une Marocaine qui se dit algérienne, etc. Tous ces gens-là qui prétendent venir d'un grand Maroc illustre et défenseur des droits de l'humanité et surtout du musulman, sont absents à tous les titres. C'est quand même assez étrange cette fuyardise. Ça provient d'où comme ça, cette trouillardise Bonjour devant tout le le monde. maître Mm. israélien? Alors, merci mon loulou. Je vais juste avancer un petit peu. De toute manière, après, je vais devoir couper mon loulou. Bref, mon deuxième loulou va bientôt arriver et je vais devoir m'occuper de la maison et tout. Bref, vous savez, arrivé midi, le mercredi, c'est journée des enfants. Donc, je continue juste pour ceux qui arrivent. On est sur l'État islamique. C'est vraiment les sujets que je vais développer, la radicalité et l'histoire de l'Irak, pour que vous compreniez. Et ensuite, on partira un peu sur la Syrie, notamment en géopolitique. Sinon, je vous dis, c'est extrêmement complexe. On ne comprend pas la situation au Moyen-Orient si on n'étudie pas cette montée du radicalisme, ce proto-État qui était autoproclamé. Ah, t'es tombé, Loulou. Il est tombé, Loulou. Comment? Ah, ok. Donc je continue sur la manière dont ils sont montés au pouvoir. On est vraiment dans l'irruption de l'État islamique. Alors, donc à Mossoul en 2013 et 2014, il y a eu des exécutions extrajudiciaires de la part de dizaines de forces gouvernementales, notamment la police, avec un lieutenant qui s'appelait Al-Garawi, la tête de la police irakienne dans la ville, considéré par les Mossolioutes comme un assassin, qui s'est servi de la guerre contre l'extrémisme comme une couverture pour extorquer de l'argent et menacer les habitants d'arrestation ou de MORT. Vous voyez? Ça, sur place, ça, on va pas vous le dire. Donc, il faut dire quand même qu'en Irak, la corruption, bon, comme dans beaucoup de pays, hein, bon, je crois que tous les pays sont corrompus, mais en Irak en particulier, cette personne-là, tête de police irakienne notamment, a escroqué énormément la population. Il faut savoir que c'est une population en souffrance. Soit qui navigue entre génocide d'un côté, ensuite la venue de l'EI, ensuite tu vas aller à la police, mais la police va t'escroquer aussi. Voilà, donc faut comprendre ça. Donc on comprend pourquoi les combattants de l'EI en janvier à Fallujah, puis juin à Tikrit, Mossoul et tout, sont considérés par une bonne partie de la population comme une armée de libération. Ils se sont présentés comme ça, initialement. Hein. Donc méfiez-vous aussi des armées de libération qui arrivent comme ça. Parce qu'après, la population va comprendre ce qu'est EI. Hein. Mais à la base, dans la souffrance et dans le contexte géopolitique compliqué, pour eux, c'était une armée de libération. Dans toutes les régions arabes sunnites, l'armée irakienne était souvent qualifiée de Checkpoint Army. Checkpoint Army, qui était plus habilitée à exercer un contrôle tatillon des déplacements des habitants, hein, un peu comme ce que fait l'entité sioniste aux Palestiniens, c'est les checkpoints. C'est-à-dire que l'armée irakienne emmerdait la population irakienne sous la forme, en leur rendant la vie infernale, en les contrôlant à outrance. D'accord? Parfois, les personnes mettaient plusieurs heures à faire quelques kilomètres pour aller se promener, pour aller chercher de l'eau. Vous voyez? Sans pour autant garantir un climat de sécurité. Puisqu'il y avait des attentats, hein, qui étaient notamment par les cellules dormantes de l'EI, hein, des salafistes extrémistes, djihadistes, qui continuaient à viser des cibles et des personnalités locales. Ouais, vous voyez un peu. Et donc ces checkpoints qui étaient mis en place par les autorités irakiennes, c'était des barrages omniprésents qui n'étaient pas seulement contrôlés par l'armée, mais aussi des milices de clans locaux alliés à l'armée, avec tout l'arbitraire qui s'en suivait. Donc c'était en gros du grand n'importe quoi. Avec bien sûr des trafics derrière d'argent, des menaces et tout ce que vous pouvez imaginer. Un petit peu comme la situation compliquée en terre palestinienne à l'heure d'aujourd'hui, et notamment en Cisjordanie avec les checkpoints, etc. Mais en Irak, sachez que c'était la même chose. Donc il faut savoir que l'Irak est un pays pétrolier, avec des revenus d'extraction d'hydrocarbures qui n'ont pas cessé d'augmenter depuis 2003. Donc ça, c'est un point intéressant.
D'accord? La rente pétrolière a été l'outil entre les mains des différents gouvernements pour s'acheter les loyautés des clientèles locales. Donc le gouvernement de ce qu'on appelle Nouri al-Maliki, qui a recours au clientélisme, alors gouvernement irakien corrompu jusqu'à la moelle, a rompu avec la politique américaine sunnite dans le but de les apprivoiser. Parce qu'il faut savoir que les Américains, même quand ils se sont retirés, ils ont utilisé des sunnites sous forme de milices pour en faire ce qu'ils voulaient. Voilà pour comment vous allez comprendre. Donc il y a des milices sunnites qui sont payées par des Américains, il y a des milices chiites qui sont contre les sunnites, il y a des milices irakiennes, des autorités irakiennes qui se rebellent contre les Américains, et il y a l'État islamique qui débarque là-dedans, entre autres. D'accord? Donc les Américains, eux, par contre, quand ils ont débarqué, ils achetaient tout le monde. Pour avoir accès au pétrole, ils ont aidé à créer ces milices sunnites. Ils achetaient pas que des sunnites, des chiites, et ils ont foutu un bordel monstre. Ce qui explique les poches de prospérité que pouvaient exister. Donc certains quartiers de Mossoul, hein, il y a beaucoup d'argent. Comme notamment des quartiers très luxueux dans Mossoul et des quartiers à côté de misère la plus totale. Donc encore une fois, pour la population, c'est incompréhensible. Et ceux qui ouvrent leur bouche, quick. L'État islamique s'est alors fait le devoir de rendre public le luxe insolent accumulé par les alliés et les clients du régime. Donc l'État islamique a voulu dénoncer ce clientélisme, ou je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Ils ont mis en ligne une vidéo en septembre 2014 où on voit des miliciens de l'État islamique investir les palais d'Oussama al-Noujaifi, politicien de Mossoul rallié au pouvoir de Bagdad, où il a occupé le poste de président du Parlement, et on y trouve des tonnes de lingots d'or. Ça, c'est une vidéo que Daesh a mis en ligne. La mise en scène fait écho à différents épisodes des printemps arabes, comme la découverte par le peuple tunisien des palais de Bel-Ani, où on rappelle le souvenir de l'arrivée des soldats américains dans les palais et les demeures de Saddam. Vous voyez, ça c'est toujours la corruption. Ce sont les sunnites les boss. Oh, tu sais, il n'y a pas de boss. Hein. Vous pouvez pas y aller par communautarisme, puisque quand vous vous penchez sur la question, vous voyez que même dans la communauté sunnite irakienne, ils étaient extrêmement divisés. Il n'y a pas une communauté sunnite irakienne liée. Il n'y a pas une seule Oumma. Et les pouvoirs politiciens, que ce soit les Américains ou plutôt les chiites, avaient bien compris ça. Et ils étaient dans la division sans cesse de cette communauté. Donc voilà, septembre 2014, il publie une vidéo au monde entier où il montre la corruption des autorités irakiennes avec ses lingots d'or, etc. Donc les habitants, forcément, ils ont été informés. Les habitants vivaient sous un seuil de la pauvreté, vous n'imaginez même pas. Donc ils apprenaient régulièrement que certains représentants politiques à Bagdad, issus des élites sunnites locales, étaient soumis à des persécutions judiciaires systématiques sous des chefs d'accusation divers. Notamment, ils devaient s'enfuir, partir en exil. Le cas le plus célèbre, vice-président Tarek al-Hashemi, contraint de s'exiler au Koweït, puis en Arabie Saoudite, et finalement en Turquie. Pour la population de ces régions, tout cela signait l'échec de l'espoir d'intégration dans le système politique irakien, à laquelle beaucoup avaient voulu croire. Un échec dont le gouvernement de al-Maliki était rendu, non sans raison, largement responsable. Voilà. Vous voyez les conditions d'arrivée de Daesh. Je veux dire, le pouvoir irakien qui était en place n'était pas non plus un pouvoir qu'on va pouvoir défendre. Ils escroquaient la population, ils étaient avec les Américains, ils en mettaient plein les poches. Donc voilà, je veux dire, un pourri arrive, un autre pourri prend la place. Merci les gens. Tapotez, partagez s'il vous plaît, juste pour pas que mon live y saute, je me fais bien signaler comme d'habitude. Tapotez à fond, et puis on continue. Donc toute l'année 2013, une profonde insatisfaction. Notamment, donc d'abord la population, ces protestations pacifiques, d'accord, et ils reprennent les slogans du printemps arabe. Vous savez, les différents printemps arabes, mais vous inquiétez pas, les printemps arabes, je vais faire chaque pays. Donc, même si l'opinion occidentale n'a pas conscience, parce que nous, on s'en tape complètement, les Occidentaux, on nous en a pas du tout parlé, on s'occupe de nos problèmes, les protestations sont réprimées en Irak, souvent avec la même brutalité. D'accord ? Donc, forte répression des mouvements pacifistes de la population contre l'autorité irakienne. Notamment,
La même chose qu'en Syrie en 2011-2012 par Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, il a réprimé aussi sa population. Bachar al-Assad n'est pas un héros, hein, je vous le dis, moi je ne soutiens pas particulièrement Bachar al-Assad. Sachez-le. Je soutiens d'ailleurs personne. Hein. Moi, on est dans de la géopolitique, donc je ne vais même pas donner mon avis personnel. En Irak comme en Syrie, notamment Tigrit et Mossoul, l'armée n'hésite pas à utiliser l'artillerie lourde et larguer des barils bourrés de TNT sur des quartiers d'habitation, des hôpitaux et des écoles. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Vous voyez, même méthode que les sionistes. Massacre de la population qui manifestait pacifiquement, avec des barils de TNT. Donc forcément, vous voyez le niveau d'insatisfaction. Donc le recours fait basculer la population qui avait fait l'expérience des fameux conseils de réveil, hein, donc ils avaient écouté les printemps arabes, à soutenir les milices sunnites armées, certaines payées par les Américains à partir de 2006, à condition qu'elles se retournent contre Al-Qaïda. Parce que sachez, là on est sur Daesh, mais Al-Qaïda avant, les Américains ont utilisé des milices sunnites pour combattre Al-Qaïda. Et ils ont été financés et armés. Donc la population constate, avec l'aveu du Premier ministre al-Maliki dont je vous ai parlé, les autorités de Bagdad contrôlées par une majorité chiite ne sont pas disposées à intégrer plus de 20% des miliciens sunnites armés et payés par les Américains dans l'armée irakienne, condamnant l'immense majorité des combattants qui avaient pourtant apporté une contribution essentielle à la lutte contre Al-Qaïda en Irak. Donc ça, on l'a refusé. Donc en fait, le pouvoir chiite irakien de l'époque avait mis un quota pour que les milices sunnites, pourtant irakiennes, ne dépassent pas un certain nombre. Et ça a complètement délégitimé, au niveau de la population, le pouvoir irakien. Parce que pour la population, bien sûr, les milices chiites qui ont combattu Al-Qaïda, les milices sunnites qui avaient combattu Al-Qaïda étaient des héros. En plus, bien sûr, comme d'habitude, hein, beaucoup de pauvreté, du chômage et de la marginalité, etc. Donc l'amertume est d'autant plus grande que l'armée irakienne était jadis l'épine dorsale du premier État irakien contrôlé par les Arabes sunnites pendant plus de 80 ans. D'accord ? Notamment une promotion sociale avec des élites militaires bien équipées, bien formées, issues des grandes familles sunnites de Bagdad et de Mossoul. Il y a des très grandes familles sunnites. Mais comme on les a plus mis en avant, ces familles-là, vous allez voir ce qu'elles vont faire. Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte que la vérité, les gens. Si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'avez pas ouvert un livre. La référence, je vous donnerai les sources. C'est Sciences Po, hein. C'est le CNRS. C'est le référent de l'Irak. Vous n'êtes pas capable de m'amener des contre-références intellectuelles, restez dans Bouzbir. Ah bah il y en a un qui s'appelle Bouzbir en plus. Voilà. Vous voyez, les Bouzbiriens, les fachos extrémistes, taisez-vous. Donc c'est comme ça que l'État islamique entre à Falloujah en janvier 2014, je vous ai dit, hein, dans ces conditions-là, comme ça vous comprenez un peu le bordel qu'il y avait dans la tête des gens, la population, et pourquoi est-ce qu'ils ont soutenu cette armée qu'ils qualifiaient d'armée de résistance. Et puis ensuite Mossoul, et puis donc bien sûr quand ils arrivent à Mossoul, ils exécutent publiquement les responsables hein, sur la place publique, avant d'organiser une cérémonie de passation du pouvoir, comme je vous ai dit, aux chefs de clan et aux notables locaux qui acceptent ces pratiques, donc que de la corruption. L'État islamique accorde dès le départ une grande importance au rétablissement des services publics, notamment dans les marchés de Mossoul, des produits qui avaient fait l'objet de pénuries. Et on avance. L'exécution des organisateurs de pénurie, bon, ils vont être décapsulés, hein, on leur retire la tête, et crucifiés aussi, d'accord, pour frapper les esprits. Donc ils sont mis sur des croix, comme à l'époque. Et marquer le contraste entre le nouveau pouvoir et le gouvernement de Nouri al-Maliki. Donc on accuse souvent l'État islamique d'organiser le trafic et l'exportation illicite de pétrole, ça c'est vrai. Mais il faut rappeler que la contrebande pétrolière vers l'Iran ou la Turquie est une pratique favorisée depuis longtemps par l'État irakien, et ce déjà sous Saddam Hussein. Voilà, ça faut s'intéresser. Où va le pétrole? Où va l'argent du pétrole et à qui et comment? Est-ce qu'il y en a qui passent sous la ceinture? Bah oui, il y en a qui passent, évidemment. Tout n'est pas officiel. Mais ça, c'était la contrebande. Dans le répertoire des faveurs accordées par Nouri al-Maliki, il y avait l'accès à l'organisation et au profit des trafics. Donc il est de notoriété publique que les Kurdes organisaient une noria permanente de camions-citernes exportant du pétrole vers la Turquie,
Tandis que vers le sud du pays, un certain nombre de potentats locaux des partis chiites alliés du pouvoir faisaient de même en direction de l'Iran. Oui, bon Dorian, tu veux monter? Moi je suis kurde juive et je travaille pour les juifs du Mossad. Ouh là là, bah tu sais, si je travaillais pour les juifs du Mossad, je serais pas sur internet, je te le dis. Faut bien faire de l'argent de poche. Et les gens, il y a des gens qui travaillent pour le Mossad, je vous dis qu'ils sont pas sur les réseaux, ils sont ailleurs. Hein. Ils sont plutôt infiltrés dans des organisations et en politique. Je dis ça, je dis rien. Hein. Parce que sur TikTok, pour être suivi par 80 personnes, franchement, si j'étais du Mossad, j'aurais autre chose à faire. Non, je suis juste passionnée de géopolitique. Pour ceux que ça intéresse, c'est ce fameux livre Le piège Daesh de Louisard. C'est la référence Pierre-Louis Louisard, c'est un docteur du CNRS, un chercheur. Il a écrit énormément de choses sur l'Irak, etc. Et ce livre-là, quand vous allez chercher, Même, tu c'est peux même parti. juste le calmer en une phrase, lui. Si on bossait pour une organisation comme le Mossad ou Israël, on chercherait à radicaliser plutôt qu'autre chose. Donc, tous ceux qui vous disent il faut passer des choses de façon illicite, etc., il faut s'opposer et cherchent à vous radicaliser et vous rendre hors la loi, d'accord? Vous enlevez votre citoyenneté, ceux-là, vous êtes sûr qu'ils agissent pour eux. Qu'ils soient conscients, forcés ou contraints ou inconscients, je vous garantis que c'est plutôt cela. Donc tous les guignols que vous suivez, que vous écoutez, qui sont pas capables de vous donner la moindre information, comme c'est fait maintenant, ce sont eux. À moins que toi-même qui poses la question, t'en aies. Ce que moi je suppose, en tout cas. Voilà. Allez. Donc, à partir de juin 2014, l'expansion stupéfiante de l'État islamique lui permet de conquérir pratiquement sans combat plus de 3/4 des zones arabes sunnites de l'Irak. Avec tout le poids politique et symbolique, notamment la prise de Mossoul, plus de 2 millions d'habitants, hein, la deuxième ville du pays, capitale religieuse de l'État islamique. Donc depuis Mossoul, le 29 juin 2014, le fameux Abu Bakr al-Baghdadi, c'est son nom, se proclame calife du haut minbar, la chaire de la mosquée de la ville. Coucou Chou, ça va? Je vais les amener à la déchetterie. Ah bah. Ça va Loulou? Bon, bah voilà, mon fiston vient d'arriver, donc je vais bientôt devoir couper. Dommage, on avait commencé. Donc je vous explique juste comment ils ont fait. L'armée irakienne, qu'est-ce qui s'est passé? Donc finalement, l'armée irakienne a déserté pratiquement sans combattre. D'accord? Sur le papier, Mossoul est défendu par 25 000 hommes, soldats, policiers. En fait, ils sont pas plus de 10 000. Donc Mossoul, il y a rien. 10 000 hommes pour défendre Mossoul, ça n'est rien. La majorité des soldats fantômes, des hommes qui abandonnent la moitié de leur solde à leur supérieur hiérarchique pour pouvoir échapper à leurs obligations. Donc en fait, tout le monde s'est barré. Il y a eu du comment on dit? Déserteurs, ouais, c'est ça, dans l'armée. Outre l'effondrement de l'armée irakienne, qui était très peu motivée, une grosse partie a quitté même le pays. C'était la corruption, considérée comme un corps étranger et prédateur des régions sunnites. L'avancée de l'État islamique profite dans la communautarisation de la scène politique irakienne, qui se traduit par un accord explicite entre des dirigeants kurdes. Massoud Barzani, président du gouvernement général du Kurdistan irakien et son entourage, et l'État islamique. Donc il y a eu des liens, écoutez bien. Donc accord explicite entre les dirigeants kurdes et EI. Un accord qui vise à partager un nombre de territoires. Donc l'État islamique, le rôle de mettre en déroute l'armée irakienne, en échange de quoi les Peshmerga, ce qui sont les combattants kurdes, ne feront pas obstacle à l'entrée des troupes djihadistes à Mossoul. Donc voilà. La ville ne se situe qu'à quelques dizaines de kilomètres des zones kurdophones. Et les avancées dans le sud, vers Tikrit et la province multiconfessionnelle et multiethnique de Diyala. Réciproquement, les Kurdes s'installent durablement dans des territoires mixtes arabo-kurdes et sunnites chiites, souvent aussi peuplés par des minorités chrétiennes ou yézidis. Plus célèbre territoire disputé, revendiqué par les Kurdes, c'est la région de Kirkouk. Il faudrait que je vous refasse avec la carte. Je vous mettrai la carte la prochaine fois, si vous voulez. Une région riche en pétrole, forcément, voilà, qui s'étend autour de la ville, traditionnellement multiethnique. Je répète, c'est la région de Kirkouk, avec K-I-R-K-O-U-K. Donc on sait que les troupes de l'État islamique sont présentes dans les faubourgs de Kirkouk les 11 et 12 juin 2014, et dans le cadre du marché avec les Kurdes, elles se retirent en bon ordre. Vous voyez, il y a vraiment eu un accord entre État islamique et Kurdes. En revanche, dans la province stratégique de Diyala, à l'est,
de la capitale irakienne, les forces de EI progressent de façon importante en juin 2014, mettant Bagdad à sa portée, avant de devoir abandonner lors de combats intenses les positions conquises, dans des zones qui sont majoritairement plus arabes sunnites. Donc, il y a un grand jeu, on parle de grands jeux communautaires en Irak, c'est pour ça qu'il faut s'y intéresser. Après, quand vous mettez les Kurdes en plus, c'est encore plus compliqué. D'autres dirigeants kurdes. Donc, c'est-à-dire, les Kurdes, c'est pas une seule entité politique, il faut le savoir. Les Kurdes, on considère ça comme la même ethnie, mais en fait, ils sont plusieurs dirigeants différents et plusieurs petits groupes différents qui parfois ne s'entendent pas d'ailleurs. Les Kurdes ne sont pas tous une unité, un État uni. C'est pour ça que en France, quand vous avez des journalistes français, etc., qui vous parlent de ça sur BFM, vous pouvez pas comprendre. Ils vous simplifient les choses tellement que c'est de la manipulation. Donc les dirigeants kurdes, ceux de Sulaymania, bastion du parti Talabani, Union patriotique du Kurdistan, qui est le rival du Kurdistan de Barzani, vous voyez, je vous ai dit, ils sont rivaux, hein, pactise avec le gouvernement de Bagdad pour empêcher l'occupation importante de la province. Donc vous avez des Kurdes qui signent avec l'État islamique et vous avez d'autres Kurdes qui signent avec le gouvernement de Bagdad. Vous voyez, c'est complexe. Hein. Ce qui met un terme à l'entente ponctuelle entre Kurdes et État islamique, ce dernier se trouvant confiné aux régions majoritairement arabes sunnites. J'espère que vous arrivez à comprendre tout ce que je vous dis, parce que c'est un peu compliqué, mais j'essaye de vous expliquer. Donc, je vais devoir couper, les gars, parce que mon fiston est arrivé, c'est dommage, hein. Mais je reprendrai la prochaine fois, je vous mettrai une photo du livre sans que ce soit cette photo-là, parce que ça m'a fait sauter l'autre live. Je vous le mets là avant que je coupe. Voilà, je vous avais mis la photo, c'est ce livre-là, qui s'appelle Le piège Daesh, d'accord ? Le piège Daesh, vous pouvez le noter, vous verrez, c'est ce bouquin-là qui est extrêmement intéressant, et donc il y a toute l'histoire. Après, on va arriver sur la Syrie, etc., et sur la fin de Daesh, et le combat, etc. Bref, on parle pas de l'Ukraine là, Max, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Daesh. C'est l'Irak. Et ensuite, j'irai dans le recrutement en Europe et les poursuites, etc. Et on reviendra sur la radicalisation et les processus de radicalisation, notamment en ligne. Comment Daesh, avec différents imams, parce qu'il faut dire que Daesh avait des imams terroristes, hein, faut le dire, qui s'étaient autoproclamés, qui ne sont pas forcément reconnus d'ailleurs par les autorités islamiques, mais en tout cas, ils se proclament comme tels. Ça rame. Ouais, c'est parce qu'il signale. Je vais couper, les gars, parce qu'il signale à fond la caisse, mais je vous en reparlerai. Il y a différents sujets, hein, vous verrez, dans la radicalisation et dans les processus de recrutement. Et on reparlera du génocide des Yézidis et de ce que l'État islamique a fait à la population yézidi. C'était des agents du Mossad. Allez, je coupe. Bonne journée à vous. J'essaierai de reprendre quand ce sera possible. Et puis, bon mercredi, journée des enfants. Al-Nosra égale D. Bon, on en reparlera d'Al-Nosra. Et vous inquiétez pas, on reparlera de ça. Allez, bon après-midi.